C'est une erreur assez fréquente et systématique de se dire: «Je veux optimiser avant de me protéger». La mise en place d'une procédure, c'est 12 à 18 mois. On sait très bien que les Mmh. tribunaux sont engorgés et en attendant, le patrimoine, il est pas géré. Qu'est-ce qui se passe si j'ai rien anticipé? En principe, c'est le juge qui va prendre la main. Beaucoup de clients qui me disent: «Bah, dans ce cas-là, ça va être mon conjoint, mes enfants», mais c'est pas automatique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du Ramify Well Tour de cette année. Donc après un premier épisode pour ouvrir le bal au sujet de la diversification et l'intérêt de la diversification, on part sur un deuxième épisode. Alors c'est un sujet qui est rarement traité mais qui a vraiment beaucoup de valeur. Et on a la chance d'être accompagné d'Alice de CSC Notaire pour parler risques personnels et leurs impacts patrimoniaux. Alice, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à toutes et à tous. Merci encore pour l'invitation. Je suis ravie de pouvoir parler de ce sujet effectivement un sujet qui me tient à cœur et voilà, qu'on sous-estime trop souvent. Merci d'avoir répondu présente et d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, te présenter brièvement à notre audience? Bien sûr, donc Alice, je suis notaire chez CSC Notaire, donc qui est une étude basée à Paris depuis une quinzaine d'années maintenant. Moi, ça fait plus de 6 ans que j'y suis, mais j'exerce depuis maintenant une dizaine d'années et spécifiquement dans l'accompagnement d'une clientèle patrimoniale, on va dire, à fort enjeu pour l'accompagner dans toutes ses préoccupations complexes et voilà, Mm, avec exigence et ça regroupe vraiment plein de thématiques, dont celle dont on va évidemment parler, mm. qui est la protection, mais aussi la structuration, restructuration d'un patrimoine et évidemment sa transmission, son optimisation. Et peut-être juste pour une première question de ma part, quand tu dis à fort enjeu, est-ce que c'est une situation particulière, c'est un niveau de patrimoine, comment est-ce que tu le Oui, décrirais? exactement. On est plutôt ciblé sur un enjeu de patrimoine Ok. qui est assez important. Après, ça peut aussi être, généralement, c'est lié en fonction du patrimoine à des enjeux qui vont être aussi internationaux, voilà, avec des thématiques Ok. fortes. Super. Bah, écoute, je sais qu'il y a beaucoup de contenu, beaucoup de valeurs que tu vas nous partager, donc je pense qu'il faut qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet et à prendre donc, à tes côtés ce que les investisseurs sous-estiment, parce qu'effectivement, c'est des impacts réels qu'on sous-estime, ou alors on s'en rend compte quand c'est déjà trop tard. Ouais, Hmm. exactement. Et en tant que notaire, je Hmm. pense qu'effectivement, le discours, on le porte assez facilement. Et c'est vrai que c'est très souvent qu'un client va venir me voir avec voilà, cette idée, je veux donner, je veux optimiser ma succession, je veux Hmm. investir efficacement. Et c'est tout à fait légitime, mais c'est une erreur assez fréquente Hmm. et systématique de se dire, je veux optimiser avant de me protéger. Hmm. Or, en fait, effectivement, toute stratégie patrimoniale, pour qu'elle soit le plus efficace possible, notamment sur la durée, elle doit prendre en compte des enjeux qui ne sont pas forcément des enjeux fiscaux, mais qui sont aussi des enjeux civils. Hmm. Hmm. Et donc, ça suppose quoi? Ça va supposer anticiper des risques personnels. Donc, notamment, on peut en citer trois, mais ça va être le risque incapacité, le risque séparation et le risque décès. Hmm. Ces risques, ils vont directement avoir un impact sur l'équilibre de mon patrimoine, sur la protection de mon conjoint, la protection de mes enfants. Ils vont effectivement avoir un impact parfois très brutal sur un patrimoine qu'on aura considéré comme étant bien géré, bien optimisé, avec un taux de rendement intéressant. Mais si demain il m'arrive un accident, que je peux plus vendre, que je peux plus gérer, Hmm. ça va parfois être le juge qui va prendre les décisions sur tout mon patrimoine. On sait bien qu'un juge n'est pas un gestionnaire, donc on Hmm. a vraiment, nous, des conséquences pratiques qui sont ultra défavorables sur ce patrimoine qu'on voulait sécuriser et qui finalement va être fragilisé par l'intervention de ces différents risques. Donc voilà, l'idée de l'intervention aujourd'hui, c'est un peu de sensibiliser tout le monde sur, voilà, c'est important de se poser la question de la structuration de son patrimoine, mais il faut intégrer l'anticipation du Hmm. risque pour une stratégie patrimoniale voilà, efficace et durable. Alors, ça pose trois thématiques qu'on va voir ensemble. C'est la protection déjà de sa personne,
Ça, c'est un préalable qui est absolument nécessaire. Et là, on va parler un peu du risque incapacité. On va aussi parler de l'importance pour les couples mariés de se poser la question de son régime matrimonial. On ne comprend pas forcément les règles parce qu'elles sont compliquées, hein. Je sais, sur le jargon juridique, c'est pas forcément Mmh. évident. Et puis évidemment, les risques du coup d'un divorce sur son patrimoine, quand j'ai un outil professionnel notamment. Et puis ensuite vient la protection du conjoint, Mmh. qui est celui qui se retrouve globalement en première ligne. Là, il y a deux idées majeures dont on va parler. C'est généralement, voilà, mon époux, je vais vouloir lui assurer une protection qui va être qualitative, un toit sur la tête, Mmh. un cadre de vie, et une protection quantitative des moyens financés pour lui permettre de vivre correctement. Donc, c'est un peu comment arriver à ces objectifs et protéger mon conjoint sur la réalisation du risque, notamment décès. Et puis, évidemment, ensuite, les enfants qui peuvent être mineurs, qui peuvent être jeunes majeurs, et comment voilà, on organise au mieux en Mmh. anticipant ces risques en leur faveur. Voilà, Très clair. Bien, allons-y. c'est parti. Donc, premier risque effectivement qu'on n'a pas forcément en tête, qu'on sous-estime souvent, c'est si demain il nous arrive un accident. Voilà, de ski ou autre, peu importe, je me retrouve dans une incapacité, en tout cas, de décider. Je ne peux plus de prendre de décision sur mon patrimoine parce que je vais avoir voilà, des facultés mentales ou physiques qui se sont détériorées. Qu'est-ce qui se passe si j'ai rien anticipé? En principe, c'est le juge qui va prendre la main. D'accord? Il y a beaucoup de clients qui me disent, bah, dans ce cas-là, ça va être mon conjoint, mes enfants, mais c'est pas automatique. Et c'est important, il faut vraiment l'avoir en tête. Mmh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, si c'est pas automatique, c'est que j'ai besoin d'une mesure judiciaire. Donc j'ai besoin d'aller devant le juge. Mmh. Je vais pas rentrer dans le détail des mesures, mais il y en a 3 qu'on entend parler souvent, voilà, c'est la sauvegarde de justice. D'accord? Ça, c'est une mesure, en gros, temporaire. On était en train d'acheter, d'investir, il me faut l'autorisation du juge pour passer cet acte. Et puis sinon, on a les mesures un peu plus, on va dire, impactantes, qui sont la mesure de curatelle et de tutelle. Tutelle. D'accord? Où là, j'ai une perte totale de ma capacité et j'ai besoin d'une représentation continue, etc. Il y a deux inconvénients majeurs à la saisine du juge. C'est un, je vais rentrer dans des délais de procédure qui vont être extrêmement longs. La mise en place d'une procédure, hein, c'est 12 à 18 mois. On sait très bien que les Mmh. tribunaux sont engorgés, donc voilà. Et en attendant, le patrimoine, il n'est pas géré. On ne l'utilise pas, il reste en statu quo. Deuxième point, c'est que j'ai une incertitude totale sur le mandataire qui va me représenter Mmh. et sur la réalisation de l'opération. Je disais, le juge, c'est pas un gestionnaire de patrimoine. Il va pas juger si l'opération elle sera bien pour Mmh. d'un point de vue renta ou fiscalité. Il va juger l'intérêt de la famille, des enfants. Donc il y a aussi un aléa sur la Mmh. réalisation de l'OP. Euh, du coup, on a un outil dont on parle trop peu, qui a été mis en place en plus maintenant depuis un petit bout de temps, qui s'appelle le mandat de protection future. D'accord? C'est un contrat qu'on peut faire sous seing privé, mais pour le coup, on ne le fait jamais sous seing privé parce que les pouvoirs, ils sont limités à de la gestion. Sur un contrat notarié, on va au-delà, on va accorder des pouvoirs importants au mandataire puisqu'il va avoir des pouvoirs de disposer du patrimoine, donc de vendre, par exemple, des actifs. Non, et juste pour être sûr de comprendre, le contrat privé, c'est juste de gré à gré entre deux personnes, Ouais, sans intervention extérieure d'un notaire ou autre? non, ouais, OK. exactement. C'est exactement ça. Le mandat sous seing privé, c'est pas de notaire. Par contre, je l'enregistre quand même à l'administration fiscale. D'accord. Voilà, j'ai quand même cette démarche. Sinon, il n'a pas de valeur, il n'est pas Mmh. opposable. Donc, le mandat de protection future, c'est un contrat qui est très simple. Voilà, ça coûte 400 € pour information de le Mmh. faire chez le notaire. Et là, en fait, je vais désigner de mon vivant, quand j'ai toute ma tête, le ou les mandataires qui vont venir gérer ma personne et ou mon patrimoine. Mmh. D'accord? Et là, c'est important parce qu'il y a deux distinctions importantes à faire. C'est qu'effectivement, je vais pouvoir désigner un ou plusieurs mandataires pour gérer ma personne. Je prends un exemple, je suis mariée, généralement, je vais avoir envie que ce soit mon époux, mon épouse. Et là, ça va concerner toutes les décisions d'ordre médical, le maintien à domicile, etc. Donc vraiment les questions démarches administratives personnelles. Et généralement, on conseille que ce soit qu'une seule personne pour que ce soit fluide dans les prises de Mmh. décision. Et je peux étendre ce mandat à la protection de mon patrimoine. Et là, en fonction du patrimoine des clients, je vais avoir soit que du patrimoine privé, voilà, je suis retraitée, j'ai plus de patrimoine pro, ou bien privé et professionnel. Et là, je peux désigner, encore une fois,
un même mandataire ou bien un De collège membres. de mandataires. Par exemple, on a beaucoup, nous, à l'étude de dirigeants, généralement pour l'outil professionnel, le conjoint n'a pas forcément les compétences, d'accord, pour gérer la boîte. Donc, s'il se passe quelque chose, on va se dire, bah, il faut que quand même le conjoint y soit, parce qu'il va potentiellement avoir besoin des dividendes pour financer son train de vie, mais il ne va pas forcément représenter l'intérêt de l'entreprise. Donc, je vais peut-être mettre un co-associé, un tiers de confiance. Mmh. Je peux en mettre 3 pour être sûr qu'il n'y ait pas de blocage ou Mmh. prévoir les solutions en cas de blocage. Vraiment, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on fait du sur-mesure en D'accord. fonction des objectifs, des besoins. Tout s'écrit, donc c'est un contrat qui est vraiment cadré et assez simple. L'obligation du mandataire, c'est une responsabilité, hein, prendre en charge quelqu'un effectivement qui va être incapable, mais ça se fait de manière encadrée, c'est-à-dire que lorsque le mandat s'ouvre, et il s'ouvre pas, du coup, il n'y a pas du tout d'intervention de juge, c'est demain j'ai un accident, je fais intervenir un médecin qui constate que je suis incapable pour prendre des décisions. Dès le lendemain, le mandat se met en œuvre. D'accord. D'accord. Nous, on est là, notaire, juste pour vérifier que le mandataire, il agit dans l'intérêt du mandant. Donc, on a un contrôle annuel. On va demander au mandataire, ah bah, tu me donnes un petit compte annuel de gestion. Je vérifie qu'il n'a pas retiré 200 000 euros à des fins perso, Mmh. quoi. Donc, c'est juste un petit tableau, voilà, actif-passif. On vérifie les flux. Mais du coup, c'est vraiment très simple. Et ça se met en œuvre, du coup, sans les délais des tribunaux et sans aléa sur le mandataire. J'aurais décidé qui va me représenter de mon vivant. Mmh. Sa durée, elle est illimitée. Si je retrouve ma capacité, évidemment, le mandat prend fin. D'accord. Et il va primer sur toutes les mesures judiciaires. Voilà. Donc, vraiment un contrat ultra efficace et qu'il faut avoir en tête Mmh. pour éviter déjà ce premier risque. Sur l'autre point important, et je l'évoquais, c'est l'importance du régime matrimonial. Donc là, je fais un petit focus effectivement sur les couples qui sont Mmh. mariés. Faut savoir que quand je me marie, je vais pas forcément voir un notaire. J'ai pas, en tout cas, forcément le Mmh mh. réflexe d'aller voir un notaire. Donc le contrat qui va s'appliquer si je n'ai pas pris de conseil ou si j'anticipe pas, c'est le régime le plus compliqué quasiment en France, qui reflète bien les frais français, c'est celui de la communauté réduite aux acquêts. Mmh. Donc j'ai 70% en gros des clients qui sont mariés sans contrat et sous ce régime. Mmh. Pour avoir une idée de proportion, je vais avoir 20% en séparation de biens et 10% qui sont pacsés ou en concubinage. Ah, pacsé, pas possible de mettre en place un contrat notarié. C'est hors, Si, bien sûr que si, exactement. On peut le faire, mais là aussi, il y a 2 régimes qui ressemblent un peu à OK. ceux qu'on va voir. Il y a toujours un esprit dans ce que je disais. Donc, si je ne fais pas contrat de mariage, je suis mariée sous le régime de la communauté. Et si je fais un contrat de mariage, là, j'ai Mmh. effectivement tout le champ des possibles. Il faut avoir en tête qu'on a 2 types de régimes, les régimes communautaires, les régimes séparatistes. Les régimes communautaires, ils vont répondre à un objectif de je vais mutualiser mes richesses. D'accord? Pourquoi? Parce que tous mes revenus, tous mes gains et salaires, tous mes dividendes, ils vont appartenir à la communauté. Et Mmh. tout ce que j'investirai derrière avec deviendra commun. Donc j'ai vraiment cette idée de mutualisation. Mmh. Le régime séparatiste, là, j'ai une volonté un peu plus indépendante, où j'ai des patrimoines qui sont distincts, d'accord? Mais après, j'ai toujours des petites règles, ça qu'on voit dans le détail, où celui qui gagne plus est censé contribuer plus à Mmh. la vie du ménage, et cetera. Donc j'ai quand même un petit esprit communautaire dans ce régime séparatiste. Mais voilà, c'est les 2 régimes qu'on oppose. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que le régime va avoir une incidence sur, en gros, 4 questions. C'est si j'achète demain, qui va être propriétaire de mon bien? Mmh mh. D'accord? Et c'est le régime qui va répondre à cette question. Et quand on fait un choix de régime, il faut se poser ces questions. Donc la répartition de l'actif, pareil, la répartition du passif. Si j'emprunte, quels biens vont rentrer dans le droit de gage des créanciers et qui devra contribuer Mmh. définitivement à la dette? Donc ça peut être la communauté en régime commun, et c'est pour ça que pour les entrepreneurs, on a souvent cette idée que bah, on va plutôt partir sur un régime séparatiste où les dettes sont exclusives l'un de l'autre. Et puis, donc répartition de l'actif du passif, quel pouvoir j'aurai sur les biens. Sur un régime communautaire, évidemment, je vais avoir beaucoup plus de codépendance Mmh. avec mon époux, puisqu'on va devoir prendre les décisions en commun pour vendre, pour donner aux enfants, etc. Puis, bien sûr, ça va jouer sur la dissolution du régime. Donc, dissolution, ça veut dire que je dissous mon régime. En cas, globalement, c'est divorce ou décès.
Et là, c'est qu'est-ce que je vais retrouver, en fait, dans ce Mmh. que je vais devoir partager. Mmh. Euh, Mais juste une question, on est d'accord que cette notion de communauté, elle ne commence que lorsque le mariage est acté. Ce qui a ouais, été construit comme patrimoine avant ne rentre pas dans ce cadre. exactement. Mais le problème, en fait, généralement, ça va être la traçabilité, Hmm. les flux. Et quand on est marié au bout de 30 ans, en fait, se rappeler de Ouais. ce qu'on avait sur les comptes bancaires avant, Hmm. c'est très compliqué. En Hmm. fait, quand je disais que c'est le régime le plus complexe, c'est parce qu'il y a un problème généralement qu'on a sur Hmm. l'identification des biens Hmm. qui vont être partagés et la traçabilité durant toutes ces années et même sur la qualification des biens. Hmm. En communauté, j'ai mon compte Hmm. Samy à ma banque. Ce compte-là en communauté, il est 50-50 et il est partagé Hmm. avec Madame Demain. Hmm. Donc effectivement, dans l'esprit des clients qui n'ont pas forcément Hmm. anticipé ce point et n'ont pas fait de contrat de mariage, c'est pas forcément ce qu'ils avaient en tête ou Ouais. qui répond à leur volonté. Mais si on prend l'exemple spécifique d'une personne qui crée une entreprise avant son mariage. Ouais, l'entreprise, effectivement, reste un bien propre. En D'accord, revanche, tout ce qui sort de l'entreprise, les dividendes et autres, d'accord. tombe en communauté. Mais tout ce qui est revalorisation, ça reste Ouais, au niveau de, ok, ouais, du si bien elle a été créée professionnel, avant, ok, exactement. ok, Mais d'accord. c'est un point très important et qui est aussi qui fait partie de ce qu'on voit là, c'est que quand j'évolue professionnellement, se pose la question de ce régime. Donc c'est juste un point d'attention en se disant, ok, sous quel régime je suis mariée, si je suis déjà mariée ou si je me marie demain, pour bien avoir ce petit réflexe en se Hmm. disant, posons-nous la question juste 30 secondes. J'ai remis globalement en fait juste la répartition des biens et la pouvoir de gestion, mais c'est ce que je disais assez rapidement en communauté les biens communs, ils se gèrent ensemble. En régime séparatiste, les biens Hmm. perso, je suis indépendant. Ça ne m'empêche pas d'acheter à deux. Hmm. Je serais dans ce cas-là en indivision. Et il y a un point important en régime communautaire qu'il faut avoir en tête, c'est que les gains et salaires sont communs et les revenus de ce qu'on appelle les biens propres sont communs. Demain, j'hérite d'un bien, voilà, par succession locatif. Les revenus de ce bien sont communs. Hmm. D'accord? Donc, si je mets tous ces revenus sur un compte et que je décide d'investir après, moi, j'ai plein de clients qui m'ont déjà dit, mais cet argent, il est propre, c'est bien, je l'ai hérité. Hmm. Non, parce que les gains et salaires font partie de la Hmm. communauté. Donc, D'accord. il y a plein d'incidences, et d'exceptions et de Ok, je principes en comprends. communauté. Mais du coup, Ouais. 70% de vos clients sont dans le cas. Alors, j'imagine que c'est soit ils ont choisi, Alors, soit ils n'ont pas mis en place de contrat, mais ouais. c'est représentatif de Alors, la c'est pas France mes clients, c'est en gros En France, 70% ok. des Mais Français. c'était ma question. C'était pour Ouais, savoir est-ce que c'était exactement. ce que Non, vous voyez chez CC ou chez. Ok, non, parce que c'est au généralement, on niveau de. Ok. essaye effectivement d'assurer leur intention Ok. avant. Mais c'est pour ça qu'on en reparlera. Ça nous arrive souvent de faire des changements de régime, Ok. du coup. Ok. Mais non, non, c'est 70%. Ouais, quand je visais le pourcentage, c'était des Français. Ok. Et donc, évidemment, le dernier point, c'est la dissolution du régime, où là, il y a deux éléments à avoir en tête et qui sont plutôt complexes. C'est déjà en régime communautaire, donc je dissous mon régime parce que je divorce, parce que je décède. La question de l'identification, déjà, qu'est-ce qui est propre, qu'est-ce qui est commun, elle est déjà, c'est un Hmm. sujet. Parce Hmm. que dans l'esprit des clients, généralement, moi j'ai 90% qui pensaient que c'était blanc et en fait c'est noir. Hmm. Et il y a un autre sujet, c'est ce qu'on appelle les récompenses, où là, en fait, on va faire les comptes entre tous les flux financiers qui sont intervenus, en fait, Hmm. entre le bien commun et le bien propre. Voilà. Donc, vigilance sur ce point-là. Ouais, je vous en prie. Très bien. Donc, j'en viens à un autre risque pour clôturer ce point sur la protection de la personne. On parlait de la dissolution. Un des éléments et d'anticipation, effectivement, à avoir en tête qui va avoir une incidence importante sur le patrimoine, ça va être évidemment le divorce, la séparation, qui va impacter directement mon patrimoine privé et professionnel, qu'il y ait accord ou pas des époux sur la séparation. Hmm. Juste en quelques mots, il y a deux principes cruciaux qu'on rencontre voilà, quand le risque se réalise. Ça va être la valorisation des biens, qui est toujours un sujet, mais surtout pour le chef d'entreprise et l'outil professionnel. Et deux, le désintéressement du conjoint. Alors, Hmm. généralement, la plupart des cas, quand je suis mariée en communauté, justement, et que l'outil n'a pas été créé avant, mais pendant, et que c'est un bien commun. Hmm. Si, là, je prenais un rapide exemple, l'entreprise, ça vaut 90% de la valeur de mon patrimoine.
mon conjoint a droit à 50%, comment je vais le désintéresser? Mmh. Donc c'est aussi se poser la question en amont de, le régime matrimonial, son impact, si demain on se sépare, comment structurer au mieux le patrimoine, pour répondre aux objectifs des clients, avoir un équilibre bien sûr Mmh. personnel avec son conjoint, donc le sécuriser aussi, mais sécuriser l'entreprise, l'enjeu professionnel, c'est co-associé par là même. Mmh. Donc ça nous amène très régulièrement à structurer et restructurer et penser et repenser le régime matrimonial. Mmh. Voilà. Voilà sur ce point et on en arrive au 2e, acteur, si je puis dire, c'est le conjoint qui se retrouve donc, comme je le disais, très souvent en première ligne, durant ces événements et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que si j'anticipe rien, par principe, j'ai une situation de codépendance entre le conjoint et les enfants. D'accord? Et ça va créer, dans la majeure partie des cas, des situations de tension. Je vais être en indivision, en démembrement, donc potentiellement des situations aussi de blocage. Et donc, voilà, généralement, avec le client, on va lui dire quels sont vos objectifs Mmh. en termes de protection du conjoint. Et ça rejoint ce que je disais, c'était d'une part le protéger de son cadre de vie, qui ne puisse pas être mis dehors demain s'il y a un décès, en fait, et qu'il soit protégé d'avoir un toit. Donc là, il y a plusieurs manières de le faire, par legs, on le verra, donc testament, ou globalement par modification du régime matrimonial. Mmh. Et puis il y a la protection quantitative. Voilà, je veux aussi que tu sois en mesure de financer ton train de vie si moi je suis plus là. Donc ça pose aussi la question des revenus de chacun, du besoin de financement de train de vie, et cetera. Mmh. Et en fait, on va juste se poser la question pour ensuite structurer l'outil qui sera le plus performant pour y arriver. Donc on a 2 outils majeurs en patrimoine qu'on utilise, heu, très simple, très souple, qui fait peur par son nom, mais qui Mmh. ne devrait pas, en tout cas, il ne tue pas, c'est le testament. C'est un outil, vraiment, hyper pertinent puisqu'il est réversible à tout moment. D'accord? Donc je peux revenir sur ce que j'ai prévu avant. Il va me permettre de rééquilibrer, le patrimoine au profit, de mon conjoint. Il est très souple, d'encadrer aussi ce que je vais transmettre aux enfants. Hem je vais par exemple, je suis propriétaire d'une entreprise, je vais pouvoir dire: «Eh bien, je vais te transmettre les titres de mon entreprise, en usufruit. Mmh. Comme ça, tu pourras jouir des dividendes». D'accord? Et mes enfants, à terme, en seront les pleins propriétaires. Mmh. Donc vraiment le testament, il est ultra pertinent, il me permet de cibler, il me permet aussi une chose, c'est de cantonner. Cantonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mon conjoint, je vais lui mettre une faculté de décider du périmètre de ce qu'il va recevoir. Le décès est évidemment un événement, enfin, aléatoire. Je ne sais pas quand je vais décéder. Si je décède demain ou si je décède dans, 30, 40, 50 ans, tu auras pas les mêmes besoins sur notre patrimoine. Nos enfants auront pas la même situation Mmh. familiale pro, donc en fait, il faut s'adapter et le cantonnement est ultra efficace puisqu'il permet de se dire: «Eh ben, tu m'avais donné, 50, moi je vais peut-être prendre que 20 Mmh. parce que je vais faire glisser, ce sera plus intéressant que je fasse glisser aux enfants qui veulent s'installer, et Mmh. cetera». 2 limites par contre à cet outil, c'est qu'il est limité à ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Quand j'ai des enfants, en droit français, ils doivent obligatoirement hériter d'une part de mon patrimoine. D'accord? D'accord. Donc j'ai un enfant, c'est 50 minima. J'ai 2 enfants, c'est 2/3. J'ai, 3 enfants ou plus, ils se partagent les 3/4. Ah, c'est obligatoire. Et c'est obligatoire. Quel que soit le testament, j'ai pas le droit de dire: «Je veux que mon frère reçoive, 100 de mon» Non, OK, je le non, savais non, pas. quand je suis parent, mes enfants sont nécessairement ils doivent, en droit français, recevoir une part du patrimoine. D'accord. Voilà, après il y a d'autres moyens qui permettent, de déséquilibrer un maximum, mais Mmh. ils doivent recevoir cette quote-part. D'accord. Si je veux aller au-delà, justement, on va voir, il y a un autre outil qui existe, mais donc je suis limitée à la réserve héréditaire et puis le testament, il protège pas avant le décès. Mmh. Voilà, tu auras une protection, mais qui est différée à mon décès. Mmh. En attendant, j'ai pas de rééquilibrage de Mmh. patrimoine. Mmh. Donc le deuxième outil, qui est, vraiment, ultra performant en termes de protection entre époux, c'est l'aménagement du régime matrimonial et d'utiliser le régime matrimonial. Je n'exclus pas, en tout cas de mon discours, les personnes qui sont en concubinage ou pacsées. Les personnes en concubinage, justement, c'est le moment aussi de se poser, de s'interroger la question sur, la sécurité de demain, financière ou juridique. Donc ça peut poser l'interrogation de se pacser ou de se marier, d'accord? Pareil pour ceux qui sont pacsés, le partenaire, il n'est pas automatiquement héritier.
Mmh. D'accord? Il faut nécessairement le formuler, dans un acte, le partenaire est, en droit français, moins protégé en Mmh. termes, financiers et autres que le conjoint. Donc si on veut aller au-delà, parfois, bah, il faut se poser la question Mmh potentiellement du mh. mariage. Néanmoins, quand je suis mariée, je vais pouvoir, insérer dans mon régime matrimonial ce qu'on appelle des avantages matrimoniaux. D'accord? Donc je vais pouvoir, par là même rééquilibrer de mon vivant directement, mon patrimoine au profit de mon conjoint. Typiquement, j'avais un bien, qui est propre, je veux demain que tu en aies 50. Si je passe par une donation, ça va coûter, Mmh. voilà, si le bien vaut 1 000 000, en gros, je suis à 45. Donc en réalité, je vais faire un avantage matrimonial où je vais apporter ce bien à une communauté, d'accord? D'accord. Ça revient à faire une donation qui ne sera pas taxée au profit de son conjoint. Donc C'est ça peut être un vraiment appartement, ça une, peut être, d'accord. du financier, OK. je te donne un compte titre et cetera. Mais c'est vrai que la donation entre époux, elle coûte très cher. Le testament, c'est bien, mais c'est qu'au décès. Si j'ai envie de te Mmh. titrer, de te protéger de mon vivant, je vais plutôt agir sur notre régime, Mmh. matrimonial. D'accord? Donc là, il y a plein de clauses qui existent, qui sont, ultra, performantes aussi parce qu'on peut faire du sur-mesure, qui peuvent s'appliquer en cas de décès aussi, mais pas en cas de divorce. Par Mmh. exemple, je peux dire: «Ce que j'ai apporté, tu l'as aujourd'hui, ça sera maintenu si on décède. Néanmoins, si on n'est plus ensemble, moi, je reprendrai ma mise». Ah mais Voilà. il y a c'est toujours OK, mais c'est ça peut c'est toujours, en cas d'événement, X. C'est pas: Ah «Aujourd'hui, bah, je veux te faire jouir d'un bien». si je fais On l'apport peut? OK. au Quand c'est une lendemain. donation non taxée, Ouais, c'est exactement. dans Dans le le régime terme, c'est matrimonial. ça. OK. Ouais, exactement. Donc je vais pouvoir étendre ma communauté parce que je vais apporter des biens, je vais pouvoir aussi, en cas de décès, prévoir des clauses de partage inégal. On a souvent, enfin ce qu'on a, c'est la clause d'attribution intégrale. C'est dans l'idée où, par exemple, j'aimerais que rien ne revienne à mes enfants au premier décès. Mmh. Donc je vous disais, en droit français, c'est pas possible. Si j'ai un testament et si j'ai pas aménagé mon régime, c'est pas possible. En revanche, si j'adapte mon régime matrimonial, je peux faire profiter de mon conjoint de 100 de mon patrimoine par ce qu'on appelle une clause d'attribution intégrale. Donc là, comme j'agis sur le régime, il y a aucune succession qui s'ouvre. Mmh. D'accord? Et les enfants hériteront au second décès. Après, c'est des solutions qu'on étudie parce que fiscalement, bah, c'est plus Mmh cher, parce qu'on mh. reçoit tout en 2 fois, et cetera. Mais en tout cas, encore une fois, la protection du conjoint, elle se fait de différentes manières et l'outil du régime matrimonial, ultra performant aujourd'hui Mmh encore mh. en droit français. OK, très clair. Et oui, juste à avoir en tête sur les formalités du changement de régime, demain je me marie, je veux changer de régime, le lendemain, je peux le faire. Mmh. Voilà, il y a pas de délai. Avant, on avait un délai de 2 ans qui a été effacé. Il faut le Heu, consentement des 2. C'est normal. Enfin, il il faut faut que les 2 ouais, soient ouais. d'accord, Ah quoi. ouais, Ça peut par pas contre, ouais. être, Ah non, ouais. effectivement, ça Ouais. peut pas être unilatéral, sinon, ouais, c'est le testament, quoi. Mmh. Non, non, là, il faut l'accord des 2 et en revanche, il y a toujours un délai de 3 mois avant qu'il devienne définitif, puisqu'il nécessite, quand j'ai des enfants majeurs, de leur notifier le changement de régime parce que je modifie leurs droits et leur Mmh. vocation héréditaire, donc je notifie. Bon, c'est assez théorique, hein, parce que, si je les notifie, ils ont un droit d'opposition. S'ils s'opposent au changement de régime, moi, je passe devant le juge qui, de toute façon, homologuera, OK, donc c'est symbolique. systématiquement. Voilà, c'est assez Mmh mh. symbolique. Mais bon, c'est juste avoir en tête que, du coup, ça prend 3 mois Mmh. en termes, voilà. Et puis, effectivement, il nous reste un dernier point à voir ensemble qui est la protection des enfants, et notamment, surtout dans le cas d'un risque, décès. Donc là, j'ai juste pris rapidement en exemple un couple marié, voilà, qui a pas fait de contrat de mariage et qui a 2 enfants. Qu'est-ce qui se passe demain, sur, la situation si j'ai pas anticipé? Je vais regarder le patrimoine commun, d'accord? Donc le conjoint, il va droit avoir à 50 et l'autre partie, c'est ce qui va se retrouver dans, la succession, avec éventuellement ses biens propres, les biens que j'ai reçus par donation, succession. Souvent, on a en tête que le régime enfin, les droits du conjoint dans ma succession, elles vont être liées au contrat de mariage. Mais en réalité, pas du tout. Moi, à partir du moment où je suis mariée, peu importe le régime choisi, j'aurai les mêmes droits dans la succession. Le régime matrimonial, il va impacter ce que je vais retrouver dans la masse à partager, quoi, Mmh. en réalité. Et donc, le conjoint, dans cette hypothèse-là, ce sont des enfants communs. Il a 2 options. Soit il prend 25% en pleine propriété, soit il prend 100% en usufruit. L'usufruit, ça veut dire que j'ai un droit de jouissance, voilà, sur un bien immobilier, j'ai le droit d'y habiter, en gros, et si je le loue, j'ai droit de percevoir les revenus.
Le solde va revenir aux enfants. Ce que je disais, hein, c'est, on le voit dans le petit schéma. Là, j'ai 2 enfants, la quotité disponible, elle sera du tiers. Les enfants, ils vont recevoir un tiers chacun. Mmh. Si mon conjoint prend pour, l'usufruit, bah, ils se partageront 50 en nue propriété chacun et puis, s'il prend 25 en pleine propriété, ils auront 37,5 chacun en pleine propriété. Ce qu'il faut juste noter, c'est que dans les 2 cas, je n'arrive pas à une situation satisfaisante. Pourquoi? Parce que je vais avoir une situation d'interdépendance automatique avec le conjoint. Quand je suis en indivision ou en démembrement, si je veux vendre un bien demain, il me faudra leur accord. Je suis Mmh. dans une règle d'unanimité, forcément. Quand je suis en démembrement, le prix de cession, il y a un principe qui est de partage en fonction des droits de la nue propriété et Mmh. de l'usufruit. Donc j'ai un éclatement en plus de la propriété qui se fait, de manière, sans l'autorité parentale en fait, de décider: «Toi, je vais t'attribuer tel bien» et cetera et le conjoint a une perte potentiellement d'indépendance financière, mais aussi décisionnelle sur, du coup, Mmh. les actifs de ce patrimoine. Donc, on ne maîtrise plus, dans ce cas-là, les conditions de transmission des biens aux enfants. On va se retrouver, en fait, à côté d'un juge, si les enfants sont mineurs, qui va prendre les décisions et pour lesquelles on va avoir besoin de demander l'autorisation pour, dès qu'on va vouloir bouger, effectivement, le petit doigt sur ce patrimoine. Donc, effectivement, un gros enjeu si rien n'a été anticipé. C'est pourquoi, la question franchement qui est importante, c'est d'individualiser les actifs entre nos héritiers. En Mmh. tout cas, se poser la question d'une éventuelle répartition entre le conjoint, entre les enfants. Il y a peut-être des biens qui devront être Mmh. attribués en pleine propriété, d'autres en démembrement, mais de pas forcément les mettre tous ensemble Mmh. en commun. Et c'est vraiment important. Alors la répartition, entre les enfants, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle peut se faire en valeur ou bien en nature. Donc, j'ai 2 biens immobiliers, super, ils valent à peu près la même chose, chacun vous aurez un bien immobilier. Ou, non, par exemple, j'ai qu'un enfant qui va, pouvoir reprendre ma boîte, l'autre enfant est pas du tout intéressé, je vais lui attribuer l'entreprise, à charge pour lui de verser une soulte équivalent, à ses droits dans la succession. Mmh. Mais comme ça me permet encore une fois qu'il ne se retrouve pas avec son frère ou sa sœur, dans le business et de Mmh. protéger aussi, la poursuite de l'exercice et de l'entreprise. Heu, je disais que les enfants ne peuvent pas être déshérités totalement. En revanche, le droit français m'autorise à, faire une répartition inégalitaire. C'est-à-dire que je disais, j'avais 2 enfants, donc ils doivent au minima recevoir un tiers, mais le tiers, c'est ce qu'on appelle la quotité disponible, j'en fais ce que je veux. Mmh. Donc ça, je pourrais très bien dire: «Bah, toi, tu auras 2 tiers et l'autre, tu auras 1 tiers». Voilà. Mmh. Donc c'est possible d'avantager, en tout cas, l'un de ses enfants. OK. La limite, c'est tu ne peux pas recevoir zéro. OK. Autre élément important, c'est tout ce qui est mesures d'accompagnement des enfants, surtout quand ils sont mineurs et quand ils sont dans leurs jeunes années, de majorité. Parfois le patrimoine, il est très important. On n'a pas envie qu'il se retrouve dans les mains forcément des Mmh. enfants du jour au lendemain, où on a des risques de dilapidation, qui sont pas, à négliger. Pour les enfants mineurs, la question, ça va être de se dire: «Est-ce que le conjoint est la personne la plus à même de gérer mon patrimoine?» Encore une fois, se pose la question surtout aussi du patrimoine professionnel. Et là, je peux désigner ce qu'on appelle un tiers administrateur. Ou alors, voilà, je suis séparée de mon conjoint, de ma conjointe, je n'ai pas envie que ce soit elle, si demain je décède, Mmh. ou il, qui viennent gérer le patrimoine de mes enfants, je suis plus en bon terme. Je peux tout à fait déléguer, c'est l'administration des biens qu'ils vont recevoir, à une personne que moi j'aurais choisie. Ultra simple, par Mmh. testament aussi. Révocable si, OK. voilà, on s'entend plus avec. Et on va même encore plus loin, parce que notre but, c'est vraiment d'anticiper tous les risques possibles. Et si on a un accident, papa-maman ensemble, qu'est-ce qui se passe pour les enfants? Mmh. Encore une fois, je ne vais pas laisser le juge décider. C'est nous, de notre vivant, qui allons mettre une spécificité. Qui va gérer les enfants, décider où ils iront à l'école, dans Mmh. quel domicile ils iront. Ce qu'on appelle un tuteur à la personne. Et puis, un tuteur au bien, qui va aussi, là, gérer leur patrimoine et qui n'est pas forcément la même. Généralement, moi, j'ai beaucoup de clients qui me disent: «Oui, alors pour la gestion des enfants, ça sera peut-être ma sœur et cetera, mais pour la gestion des biens, je sais pas, ce sera Mmh. peut-être trop lourd». Ou alors pareil, là, on peut faire aussi des collèges. Mmh. Voilà. Donc vraiment grande flexibilité, mais un intérêt très fort à le mettre. De toute façon,
on part du principe que dès lors que la volonté a été exprimée, Mmh. c'est vraiment un atout. Pour les enfants majeurs, l'idée, ça va être, de leur dire: «Bah, tu vas recevoir un patrimoine, mais tu vas pas en faire n'importe quoi demain, et en fait, on va cadrer ce que tu vas recevoir par des clauses d'interdiction de vendre, d'interdiction, de mettre en garantie, voilà, ou, d'obligation de capitaliser. Si tu reçois du cash, tu vas être obligé de l'employer sur des supports sécurisés, Mmh. Mmh. voilà. En tout cas, de les investir. Tu auras droit aux revenus, mais si tu veux y toucher, tu devras obtenir le consentement de tel tiers administrateur OK. ou du parent, etc. OK. Voilà, et ça permet de cadrer. Alors, on ne peut pas le faire jusqu'à leurs 45 ans, Mmh. Et ce une qui date, il y a un âge non, maximum? mais dans les décisions de justice, c'est accepté quand ça, voilà, un âge raisonné. Il y a une Généralement, on peut jurisprudence aller qui jusqu'à permet de OK. 27 ans. Ouais, voilà, OK. c'est ça. OK. Un âge de majorité où on leur retire quand même Mmh. la gestion de ce qu'ils reçoivent. Mmh. Donc, c'est vrai qu'on aime bien le faire, mais voilà, Mmh pas mh. dans une certaine mesure. Mmh mh. Peut-être juste, Ouais, parce que je vois qu'il y a une discussion sur le chat qui a l'air intéressante, et on demande juste pourquoi est-ce qu'on ne parle pas, de la donation aux derniers vivants ou d'une éventuelle clause de préciput sur un ou plusieurs biens? C'est une des personnes du chat qui a eu cette, situation-là et qui se demande, est-ce que c'est pertinent ou pas et qu'est-ce que ouais. tu en penses? Très Mmh. intéressant, non, très bonne question. Alors la clause de préciput, ça, je l'ai pas dit oralement, mais effectivement, on l'a vu passer. Dans le cadre d'aménagement de régime, c'est une clause qui est ultra performante, effectivement, pour couvrir le risque décès. Mmh. C'est un peu comme la faculté de cantonnement, c'est-à-dire que, je vais dire: «J'ai des biens communs» et mon conjoint décidera, au moment où le décès arrive, de prélever un ou plusieurs biens que j'aurais intégré, à la Mmh. clause de préciput. Mmh. La clause de préciput, c'est une faculté de prélèvement, qui est offerte au conjoint le jour où le décès arrive. Donc c'est pas elle se met pas obligatoirement en œuvre et de manière automatique comme une clause d'attribution intégrale. Mmh. C'est vraiment une faculté et qui permet de faire du pick and collect. Donc OK. on aime beaucoup la prévoir. On avait un débat, qui a été résolu en 2025 sur sa fiscalité. Aujourd'hui, elle est soumise à, en plus, aucune fiscalité. D'accord. Voilà, avant j'avais potentiellement un droit de partage que demander l'administration fiscale, mais non, c'est bon, c'est donc vraiment très performant. La donation entre époux, je dirais qu'elle fait partie des fausses idées reçues. Mmh. Quand je dis donation au dernier vivant, déjà j'ai beaucoup de clients qui me disent: «Alors du coup, tout revient à mon conjoint». Non. Mmh. Avec une donation entre époux, je suis protégée. Non, en fait, la donation entre époux, si je repars juste sur les slides, de répartition, je disais là, il y avait 2 options, 25 en pleine propriété, 100 en usufruit. La donation entre époux, elle vient juste me dire: «Tu as une option conjoint supplémentaire, c'est que tu vas prendre 25 en pleine propriété et les 3/4 en usufruit». Mmh. Donc ça élargit l'assiette de ce que je peux prendre, puisque du coup mes enfants vont recevoir leur réserve uniquement en nue propriété. Mais ça permet pas en fait d'individualiser les actifs et je me retrouve quand même en situation de codépendance totale en fait sur tous mes actifs. Mmh. Voilà, si j'ai pas fait en fait de testament où je vais cibler les legs à différents héritiers, ça veut dire que sur un compte bancaire, le conjoint en a 25 en PP et sur ce même compte, les enfants en ont 75 en nue propriété et le conjoint en usufruit. Mmh. Et ce sur tous les actifs et le patrimoine successoral. C'est Mmh. en ce sens que c'est beaucoup moins protecteur qu'un testament où on va cibler et accorder de l'autonomie et de l'indépendance, au OK. conjoint. OK. OK. Ouais, très intéressant. Donc, mais c'est Hem, effectivement une question, aussi, ouais, ouais, très, très intéressante. non, mais, en tout cas, ce que je retiens, c'est qu'il y a beaucoup de solutions. Ouais, Il faut juste s'y prendre, à l'avance et prendre le temps, de se faire accompagner, quoi. Parce que ça paraît simple quand on nous l'explique, mais, je pense que si on s'y met seul, ça peut être, vite, ouais. compliqué, ouais. Ouais, ouais, Mmh. exactement, mais en revanche, c'est uniquement le client qui peut nous formuler ses objectifs. Bien Donc sûr. c'est pour ça que C'est là pour le guider. ouais, Mmh. Mmh. exactement. Mmh et formaliser. Mmh Exactement, mh. c'est ça, en se disant: «Voilà, moi j'ai une palette d'outils, Mmh. qu'on sait maîtriser, qui sont très performants et bien faits, Mmh. mais il faut pouvoir, pour les mettre en œuvre, quand même l'anticiper». OK. Donc sur les mesures des enfants, on se disait, voilà, par testament, je vais désigner un tiers administrateur, je vais désigner un tuteur à la personne, tuteur au bien ou prévoir des mesures protectrices, pour mes enfants, majeurs.
J'ai un autre, et dernier outil, qui est, vraiment très intéressant, c'est, le mandat effet posthume. Donc là, encore une fois, je vais couvrir le risque, décès. C'est pas, tout à fait, la même chose que le mandat de protection future. Là, je suis dans un cadre vraiment de protection décès, mais je peux pas le faire sur n'importe quel actif ou dans n'importe quelle situation ou sur tout mon patrimoine. Heu, il doit être fait, on dit, justifié par un intérêt sérieux et légitime. C'est-à-dire que c'est, j'ai une entreprise, j'ai un enfant, qui va être vulnérable, j'ai Mmh. un patrimoine complexe, voilà. Une situation conflictuelle qui va justifier que je vais retirer la gestion et le mandat, de mon patrimoine à mes enfants. Mmh. L'intérêt du mandat par rapport notamment au testament et au tiers administrateur, que j'évoquais, c'est que le mandat, il va pouvoir couvrir, tout le patrimoine. En Mmh. principe, ce que je fais par testament ne peut pas couvrir la réserve héréditaire des enfants. Puisqu'il y a une règle qui me dit: «La réserve, tu dois la recevoir, en capital et libre de charge». Mmh. Donc quand je te stipule des obligations d'emploi et cetera, ça, c'est de la charge. Donc, il a une force encore plus importante puisque c'est, je te retire la gestion, ça s'applique sur tout le patrimoine et ça s'applique, pour le coup, peut-être, à tes 30 ans, à tes 35 ans. D'accord. Il est d'une durée de 5 ans. Il est renouvelable, mais par contrôle du juge, parce que Mmh. du coup, il a effectivement une incidence forte, sur, la gestion du patrimoine. Encore une fois, c'est intéressant parce qu'on va se poser la question aussi des mandataires qui vont devoir, gérer le patrimoine pour le compte et dans l'intérêt des héritiers. Mmh. Là aussi, très flexible, un mandataire Est-ce que tu principal. pourrais donner un exemple concret, sans citer de nom, mais où, un mandat à effet, posthume peut être pertinent? Ouais, bah, on en a eu, ouais, effectivement, dans le cadre de mes dirigeants d'entreprise. Mmh. On a aussi, par exemple, un artiste, des artistes. On suit aussi, pas mal, d'artistes ou collectionneurs et ça va être, voilà, quand on a une particularité, mais beaucoup pour les dirigeants, on va se dire, jusqu'à, tes 30 ans, mes enfants, c'est le mandataire désigné qui va gérer pour toi la société, Mmh. ma collection, mes droits Mmh. d'auteur. Mmh. Donc je vais vraiment retirer de, la gestion. Ils sont propriétaires, Mmh. mais ils n'auront juste pas de droit de gérer. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'on le fait essentiellement beaucoup pour les dirigeants. OK. Jamais, quasiment jamais dans les autres cas Mmh. où, par exemple, voilà, des clients, où, les enfants, je disais, sont vulnérables, où il y a des facultés mentales qui sont assez complexes. Là, dans ce Mmh. cas-là, on va, pour aider l'enfant dans sa gestion, le mettre Mmh. en place. Mmh. Voilà, Très clair. si le testament, ne suffit pas. Et j'en arrive du coup au bout de la présentation sur, ces, 3 éléments, de protection et les 3 risques, à chaque fois qu'on a vu: incapacité, séparation, hem et décès. Bah, écoute, merci beaucoup. Honnêtement, c'était super intéressant. J'ai moi-même appris beaucoup de choses parce que bon, on est dans le monde de l'investissement Ouais, et souvent, on touche pas trop à la partie, notariale, testamentaire, même si on fait, tout ce qui est succession, transmission, mais souvent avec un angle très financier, très, très passage fiscal, ouais. d'actifs, ouais. Très bien. Bah, écoute, il nous reste encore un petit peu de temps. Je te propose qu'on prenne quelques questions. Ouais, bien sûr. Alors n'hésite pas si, les questions sont soit trop précises ou demandent une analyse un petit peu plus, poussée, de le dire, parce qu'on n'a pas forcément le temps comme ça, à la volée, de répondre à toutes les questions, mais on va essayer d'en prendre, quelques-unes. Donc, je vais sur la section, questions. Donc je commence par la question de Patricia Renaud. Pour le mandat de protection future concernant le patrimoine personnel, est-il obligé de passer par un notaire ou peut-on simplement le déposer? Alors, ouais, c'est une bonne question. C'est ce qu'on se disait, effectivement, quand tu me posais la question et j'évoquais le mandat, sous seing privé. On peut faire un mandat, sous seing privé qu'on signe juste entre nous. Simplement, les pouvoirs dans ce cas-là du mandataire, voilà, vont être, limités juste à la gestion, démarches administratives, Mmh mh. tu veux faire un bail dans le bien. En revanche, il n'aura aucun pouvoir de disposition. Le mandataire ne pourra pas vendre et cetera. OK. Le fait de faire le mandat notarié,
va étendre les pouvoirs Mmh, du mmh mh. mandataire. Donc pour le coup, effectivement, on intègre en plus généralement pas mal de clauses. Mmh. Et je rappelle, le coût, c'est 400 euros, hein, que ce Mmh. soit un mandat de Ouais, c'est ce protection que tu disais future tout à l'heure, oui. ou Mmh. TTC, voilà, Donc pour, il y a pas de lien avec, la taille du patrimoine? Parce que souvent on se non. dit, Non, non, c'est pour ça que j'insiste sur ouais, le coût OK. de ce contrat et de ses effets qui sont bénéfiques. Mmh. C'est, voilà, Et si c'est on devait 400 euros. comparer par exemple à un testament, c'est quoi? C'est plus lourd, c'est plus cher, ça dépend de la taille Ouais, de alors les testaments sont pas soumis, à un régime tarifé, donc OK. globalement, Ça c'est des dépend de honoraires, OK, donc ouais. très bien. Très bien. Ensuite, on a une question de monsieur Benoît. En tant que veuf avec un enfant, est-il malgré tout intéressant de faire une donation partagée, même si mon enfant est seul, afin de fixer le montant des biens à la succession, mais de garder l'usufruit? Alors, étant donné alors là, effectivement, donc monsieur est veuf, je ne sais pas s'il a éventuellement une partenaire ou pas. Si on se pose juste la question de son enfant, déjà, c'est un peu de se poser effectivement qu'est-ce qui se passerait en cas de décès d'un point de vue fiscalité successorale latente pour son enfant. Mmh. Généralement, on va réfléchir aussi comme ça. Pareil, se dire si demain il y a une incapacité, est-ce que c'est son fils qui doit le représenter ou pas? Mmh. Et puis d'un point de vue, ensuite, arbitrage et l'intérêt de faire une donation ou pas, c'est intéressant effectivement de se poser la Mmh. question en se disant: «Oui, ça va pouvoir être intéressant de se faire une donation où l'enfant aura la nue propriété et lui, effectivement se Mmh. conservera l'usufruit parce que, il va avoir la jouissance du bien et cetera». Simplement ça s'apprécie, encore une fois au vu du patrimoine global. On transmet pas tout, forcément. Il Mmh. faut savoir que quand je donne de manière irrévocable, hein. Donc je peux pas me réapproprier ce que j'ai donné. C'est pour ça qu'il y a toujours une vigilance. La donation, c'est bien, on anticipe, c'est bien, mais ça doit être cadré, encore une fois, avec le besoin de financement de train de vie et le patrimoine global que j'ai à côté. La donation, elle entraîne aussi une perte sur, les prérogatives décisionnelles. Donc si monsieur transmet en nue propriété à son fils, qui veut vendre demain, il faudra l'accord de son fils. Je ne Mmh. peux pas, en tant qu'usufruitier, décider seul de vendre mon bien. Mmh. Donc il y a des clients qui vont me dire: «Ah ouais, je m'entends très bien, il y a aucun problème, c'est Mmh. cohérent», et d'autres qui vont me dire: «Non, j'ai envie de garder la Mmh. maîtrise, peut-être que je rachèterai plus petit» et cetera. Et ça peut être aussi intéressant d'intégrer dans cette stratégie globale et toutes ces réflexions de protection, les petits-enfants. Là, j'ai parlé conjoint-enfant, mais voilà, quand on est sur plusieurs générations, avoir une réflexion transgénérationnelle, c'est aussi ultra pertinent d'un point de vue économique, Mmh. financier, mais aussi, de protection Mmh. et voilà. D'un Très bien. testament éventuellement Mmh. aussi. Ensuite, une question par rapport à alors je sais pas si on a je pense pas que tu en as parlé, mais, heu, un auditeur qui demande: «Est-ce qu'on peut expliquer la donation graduelle?» Ouais. Alors là, parce qu'effectivement, ça, c'est la première partie protection et Mmh ensuite, mh. quand on a fait ces points, il y a l'autre partie qui est d'optimisation. La donation, graduelle, c'est que je vais donner à 2 gratifiés, Mmh. d'accord? Donc j'ai un premier gratifié qui va devoir conserver les biens, mais qui va pouvoir en jouir et lors du décès du premier gratifié, le patrimoine va passer au second gratifié. Voilà, donc graduel, c'est parce que j'ai une graduation dans la transmission, des biens, à 2 générations. D'accord, très clair. Et peut-être pour finir, 2 questions. Alors je sais que tu as déjà traité les sujets, mais vu que c'est des sujets qui Ouais, sont non, assez je t'en prie. compliqués, je pense que c'est bien de faire une deuxième couche et c'est des sujets qui me paraissent importants. Le premier, c'est, dans mon testament, puis-je exclure les proches, parents, sœurs et désigner un filleul et une amie? Dans quelle proportion de mon patrimoine? Je sais que tu en as déjà parlé, mais si tu peux nous refaire Non, le mais ça, topo c'est dessus? intéressant parce Mmh. que c'est vrai que je me suis posée surtout sur le cas où, j'ai des enfants, j'ai des descendants, mais c'est très bien, de poser cette question. Qu'est-ce qui se passe si demain je décède et j'ai pas, d'enfants et que j'ai par exemple que mon conjoint? Le conjoint, dans ce cas-là, devient héritier réservataire, donc il doit recevoir 25 à Mmh mh. minima de mon patrimoine, mais surtout donc je prends l'hypothèse, je décède, j'ai un conjoint et j'ai pas d'enfant et je prendrai l'exemple ensuite où j'ai pas de compagnon et pas d'enfant. Si je décède, j'ai un conjoint, il va hériter avec mes propres parents. Donc là, encore une fois, vigilance accrue pour les jeunes couples qui se marient ou autres, Mmh. parce que je suis en codétention avec mes beaux-parents sur la totalité de mon patrimoine. Mmh. Donc évidemment que le testament va être très pertinent pour exclure potentiellement les parents ou les limiter sur la transmission des actifs Mmh. familiaux. Mmh. Voilà. Mmh. Mmh. Mais du coup, voilà, si j'ai mes 2 parents vivants, ils reçoivent 25-25, le conjoint 50.
Si j'ai plus qu'un parent vivant, le conjoint à 75, le parent survivant 25. D'accord. D'accord? Mais en indivision surtout. Si je n'ai pas de compagnon et que j'ai pas d'enfant, là, je suis très libre et je n'ai aucune limite. Donc, j'invite On très fait ce que je clairement, veux. dans ce Mmh. cas-là, on fait ce qu'on veut, Mmh. à prévoir des dispositions testamentaires. Parce que si on n'en fait pas, par contre, on va regarder effectivement l'héritier du degré le plus proche. Ce ne sera pas forcément les personnes Mmh. à qui on a envie de transmettre son patrimoine. Mmh. Super. Et dernière question, promis. En plus, ça va être de la redite, donc désolé pour ça, mais je pense Non, que non, c'est je t'en prie. important. La question qui va reprendre le sujet de la donation au dernier vivant, c'est est-ce que la donation au dernier des vivants agit de la même sorte que la clause de donation intégrale? Eh ben non, c'est Mmh. justement ça. Mmh. Donc c'est une bonne question qui confirme, j'espère effectivement avoir été claire, mais quand je disais fausse idée reçue, et on me l'a encore dit hier, la donation au dernier vivant, en fait, c'est une erreur de formulation. Ça veut juste dire que le conjoint va avoir une grande quotité disponible, mais ça ne veut pas dire que mon patrimoine ira à 100 Mmh. à mon conjoint. Le fait que mon patrimoine aille 100 à mon conjoint, c'est ce qu'on appelle la clause d'attribution intégrale qu'on prévoit dans des communautés universelles. Mmh. Voilà. La donation entre époux, c'est le 25% en pleine propriété, 75% en usufruit. Mmh. Donc, je n'aurai pas 100% en pleine propriété. Mmh. Voilà. Donc Très clair. important. Et juste pour en revenir aussi à la personne, j'ai pas de conjoint ou j'ai pas d'enfant, le testament, il peut être très intéressant. Mais c'est vrai que là, pour le coup, ce que je disais, c'est que on a fait un focus en jeu civil et c'est essentiel Mmh. d'y songer, de les intégrer, mais il faut bien sûr les coupler avec les enjeux fiscaux. Bien sûr. Et parfois, le travail de la clause bénéficiaire et l'assurance vie est très pertinent quand j'ai pas de descendance parce que j'ai pas forcément la Mmh. fiscalité Mmh. successorale Mais du coup, applicable. par rapport à ça, parce qu'on a aussi accueilli une personne du cabinet FTPA, Maître Message, qui lui aussi est spécialisé sur ces sujets de transmission succession. Tu le vois comment? Est-ce qu'il faut se faire accompagner et par un avocat fiscaliste et par un notaire, soit par l'un, soit par l'autre? Alors, franchement, Sur ce sujet spécifique de l'assurance vie, hein, alors, ça dépend, c'est-à-dire que nous, on rédige beaucoup de clauses bénéficiaires Ok. d'assurance vie. Donc, après que le conseil, on est tous conseils, donc sincèrement, Mais donc vous pouvez faire le même Ouais, travail. exactement. Ok, il y a Là-dessus, ok, on a le même réflexe de se ok, dire l'assurance vie, comment elle sera fiscalisée. ok. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'outil de l'assurance vie, il est performant que si je travaille ma clause bénéficiaire. Hmm, Voilà, si j'ai une clause bénéficiaire, ça va être mon conjoint à défaut mes enfants, hmm, j'ai rien optimisé. hmm, Même si le contrat en lui-même hmm, est favorable vis-à-vis de la fiscalité hmm, successorale applicable. hmm. Et donc, c'est sur l'accompagnement de ces clauses, généralement, que nous, on prend en charge parce qu'on les intègre comme un testament, on les garde au coffre de l'étude, etc. Ok. Voilà. Mais on travaille beaucoup avec avocats et conseillers sur ces problématiques, simplement, par exemple, pour mettre en œuvre un conseil qui aurait été donné Hmm, par voilà, FTPA ou autre. hmm. Super. Écoute, Alice, il ne me reste plus qu'à te remercier. C'était vraiment super intéressant. Et là, je suis en train de lire les commentaires sur le chat. C'est partagé. J'ai même Monsieur Soudi qui dit sujet compliqué mais brillamment expliqué. Bravo. Donc, Eh ben, merci. merci à toi. Merci à tous les téléspectateurs qui ont suivi ce deuxième épisode. On revient très bientôt. Donc, en principe, on vous a partagé le programme complet. On va aussi parler immobilier, private equity, assurance vie luxembourgeoise. Comme d'habitude, vous recevrez un mail récap avec les grands axes et les grandes lignes de l'échange, le replay, le récap des questions qui ont été posées avec les réponses. Et on espère vous retrouver sur les prochains épisodes. Bonne soirée Alice et encore merci de ta Merci, Samy. présence. Bonne soirée à tous. Merci.